Chère Union européenne, bienvenue à notre second rendez-vous à l'École internationale de la transformation. Je désire aujourd'hui parler avec toi à propos d'un concept devenu puissant, celui du double génocide. Un concept qui a été transformé en arme d'intimidation pour tout Rwandais qui veut franchir le seuil de la liberté. Certains de vos frères ont déjà baptisé les Rwandais les assassins sans frontières. Est-il vrai? Avant que le génocide ne commençât, les autorités nous montraient que les Tutsis étaient des méchants, qu'ils nous avaient attaqués, qu'ils allaient nous exterminer, que nous devrions donc nous défendre en les tuant. Quand je vis que les autres Hutus étaient en train de tuer et piller les biens des Tutsis, je ne pus me contenir. Je m'engageai dans les massacres. J'ai participé dans les bandes des tueurs et des pillards. Nous avons commencé les massacres par les familles de Karangwa et de Karamuka. Nous étions environ 6 bandes de tueurs. Nous nous sommes ensuite dirigés vers les lieux qui rassemblaient beaucoup de Tutsis et nous en avons tué pas moins de 20 000. Les leaders des partis MRND et MDR ainsi que les responsables des secteurs de ces lieux étaient avec nous et coordonnaient les activités de massacre. Nous arrivâmes chez la famille de Karumugabo. Nous le tuâmes ainsi que sa femme et ses 2 enfants. Nous avons enseveli des gens que nous avions découpés à la machette, dont certaines encore vivantes dans des fosses communes. Le soir, nous échangions sur les techniques que nous avions utilisées pendant la journée et sur celles que nous allions utiliser le lendemain. En bref, nous avons tué sans entrave les Tutsis, n'importe où nous les avons trouvés, sur les collines, dans les églises ou dans leurs maisons. De mon propre côté, j'ai tué avec la machette et le gourdin Michel Mulwanasiaka, fils de Sebikana, une femme nommée Caroline et ses 2 enfants, Madarobi et ses 3 enfants, Mushingo Etienne, sa femme et leur fille, une femme nommée Wayezu et ses 2 enfants, etc. Des femmes et des filles furent violées avant d'être tuées, où des lances et des troncs d'arbres furent enfoncés dans leur sexe afin qu'elles furent violées et tuées. Nous avons tué avec méditation. Nous avions la conscience. Nous espérions avoir un pays exempt de Tutsis. Nous pensions que le Rwanda serait un paradis si jamais il était débarrassé des Tutsis. On nous disait que les Tutsis avaient persécuté et méprisé les Hutus dans le passé. On nous disait que par chance, les Hutus s'étaient débarrassés des Tutsis en 1959. On nous disait que les Tutsis voulaient rétablir la même domination et les mêmes persécutions que celles d'avant 1959. Nous nous sommes sentis dans la nécessité de les exterminer pour nous défendre. Nous envions également leurs biens. Nous voulions les posséder après avoir tué les propriétaires. Il n'y a pas de Hutus qui n'ont pas participé dans le génocide, excepté les malades et les infirmes. Et la conscience humaine avait disparu. Tous les Hutus étaient acharnés à tuer. L'envie des avantages économiques a également joué en faveur des massacres. Je m'appelle Laetitia du Rwanda. Je suis ici pour te fournir la vérité et rien que la vérité, et j'aurai accompli l'une des composantes de ma destinée. Une partie des preuves que je te fournis, chère Union européenne, vient de cette voix éteinte il y a 31 ans pour te prouver que le concept du double génocide ne peut être appliqué sur le Rwanda que dans un seul optique. Au cas où le premier génocide soit celui fait sur les Rwandais par la Belgique de 1935 à 1959. 24 années d'éducation massive de la haine sur une fraction de la population dont l'on voulait former et utiliser pour briser toute résistance d'une population qui voulait vivre selon sa culture. La définition conférée au mot génocide par la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide traduit l'idée de l'intention spécifique d'exterminer des membres du groupe en tant que tel.
L'article 2 de cette convention est ainsi libellé. Le génocide s'entend de l'une des quelconques actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Point A. Meurtre des membres du groupe. Point B. Atteinte à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Point D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Et point E. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Et qu'est-ce que la Belgique a fait, chère Union européenne? Déjà à 11 ans, je lisais un certain Jean-Paul Haroy qui déclarait ceci. Quand nous avons embarqué sur le sol des Rwandais, nous avons été étonnés de trouver cette population qui avait pu suivre 29 règnes sans interruption. Nous nous sommes dit, sûrement, ça c'est notre race de l'outre-mer. Notre race de l'outre-mer. Cette déclaration, chère Union européenne, n'a jamais quitté mon cerveau. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais j'avais enregistré. Des années après, j'ai pu lire Marcel Deltefeld dans Les clans du Rwanda ancien, 1971, à la page 9 qui déclarait « L'identification et le nombre de groupements sociaux que les Rwandais appellent Amoko, pluriel d'Ugoko, terme que nous traduisons par clan, constitue naturellement le premier centre d'intérêt des explorateurs, des administrateurs et des anthropologues. L'accumulation des données fut lente et il est assez désolant de constater qu'après plus de 7 décennies de curiosité ethnographique pour le Rwanda, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. » Et Marcel Deltefeld ajoute à la page 33 du même ouvrage. Tout en faisant remarquer que des clans de même nom existent chez les Bahutu et même chez les Batwa, sans que pour cela on puisse en inférer à une communauté d'origine. Il s'agit là vraisemblablement de serviteurs ou des protégés ayant adopté à une époque plus ou moins reculée les noms claniques de leurs maîtres. Et il parle ainsi d'un certain clan, les Bayesera, dont il a voulu prouver que c'était un clan purement Tutsi, quand il se retrouva vite devant les Bayesera Hutu. Et voilà qu'il renonce à comprendre ces souches sociales de la population rwandaise, dont les classes sociales avaient longtemps cohabité pour qu'on puisse y trouver du sang pur. C'est ainsi que les colonisateurs, ne pouvant pénétrer le code ésotérique des Rwandais, car sa violation impliquait la peine de mort, confus, ils ont décidé de forger de nouvelles identités aux Rwandais. Ils se sont basés sur les classes sociales déjà existantes, dont 3 majeures. La classe des Tutsis, nobles qui étaient éleveurs du gros bétail, la classe des Hutus qui vivaient par l'agriculture, celle des Batwa qui en grande partie vivaient de la poterie. Il existait d'autres métiers, mais étant faits par des individus ou les familles, comme la forgerie, comme la tannerie, la médecine traditionnelle et autres. Ceci était fait par des individus ou par les familles que par les classes. Ainsi, voici ce qui se passa. En 1931, une épidémie appelée Tsetse a été introduite au Rwanda pour décimer le bétail bovin. Et ceci a contribué à diminuer le nombre de personnes assimilées à partir de cette époque au groupe ethnique Tutsi. De 1934 à 1935, le peuple rwandais fut soumis à un recensement général au niveau des sous-chefferies et porta sur les hommes adultes et valides. Et l'administration imposa comme critère d'appartenance au groupe ethnique Tutsi le fait de posséder au moins 10 têtes de bétail bovin. Le reste de la population fut assimilé au groupe ethnique des Hutus ou 3 selon les professions. Un tableau de mensuration fut élaboré en guise d'outil d'identification et un livret d'identité fut introduit alors au Rwanda, portant la mention du groupe ethnique de chaque citoyen, Hutu, Tutwa, Tutsi, et on barrait alors les autres ethnies pour rester avec l'ethnie supposée correcte pour le citoyen en question. Le roi Mutara III Rudahigwa commença à s'attirer la désapprobation de l'autorité coloniale et leur cohabitation devint de plus en plus conflictuelle car à la tête du Conseil supérieur du pays, il manifestait de plus en plus une grande volonté de régner sur base de justice sociale. En 1945, il proposa la suppression du contrat de clientèle pastorale qui était appelé Ouhatie, qu'il trouvait inadapté et non équitable.
Et ce n'est qu'en 1954 qu'on lui permit d'exécuter cette réforme. En craignant de se rendre populaire, l'administration coloniale n'a pas pu rejeter cette proposition et elle céda à l'insistance du roi de supprimer les corvées publiques qui étaient les travaux publics non rémunérés et exécutés sous contrainte. En 1949, le roi Mutala III s'opposa à la chicote, au grand mécontentement de l'administration coloniale qui trouvait le moyen de s'implanter. Le roi créa le fonds Mutala pour permettre aux Rwandais d'accéder à l'enseignement supérieur. Et les premiers rares universitaires dirigeants de la Première République ont pu faire leurs études supérieures grâce à ce fonds. En 1956, le Conseil supérieur du pays réclamant un traitement équitable entre les fonctionnaires européens et rwandais et il remetta en question l'arrêté royal et belge du 23 février 1953 servant exclusivement le droit d'être cadre de l'administration d'Afrique, fonction aux avantages consistant aux seules personnes possédant la nationalité belge ou luxembourgeoise. La même année 1956, le Conseil supérieur réclama que l'accession aux fonctions de chef et de sous-chef soit soumise à une élection. Cette déclaration sera renouvelée en 1959, en même temps que calendrier précis pour l'accession du pays à l'autonomie et à son indépendance. Et toutes ces revendications créèrent un mécontentement de l'autorité coloniale. Et devant ces revendications, l'administration coloniale, de concert avec une partie du clergé catholique, principalement des missionnaires des Pères blancs, qui vont impulser un contenu ethnique aux problèmes politiques et sociaux du Rwanda. Le Conseil supérieur s'opposa vigoureusement à cette ethnisation des problèmes et demanda la suppression de la carte d'identité portant les mentions ethniques. Le refus de l'autorité coloniale fut officialisé dans une session du Conseil général du Rwanda-Urundi dans un discours prononcé le 1er décembre 1958 par le gouverneur Jean-Paul Rahoua, qui dit « Les défenseurs de l'idée de nation non cloisonnés retroqueront en se demandant la définition d'un Hutu, d'un Tutsi, d'un Twa, invoquant l'imitation, les hybridations. Je crois l'argument peu de valeur. Pour l'usage restreint que je compte faire de cette terminologie, et Hutu qui se dit Hutu, Twa qui se dit Twa, Tutsi qui se déclare Tutsi. Et cela suffit. Et voici, chère Union européenne, comment le peuple rwandais a été transféré en 3 groupes ethniques par force, contre son gré. Et en plus, l'administration coloniale commença à former une partie de la population assimilée à la masse et classée Hutu afin d'en faire leur bras droit et mettre fin à l'indépendance et aux réclamations des Rwandais. 2 mois après cette déclaration, l'Église catholique fit de même. Monseigneur André Pérodin, à son mandement de carême du 11 février 1959, mandat qui devait être lu dans toutes les missions catholiques du pays, il écrit « Dans notre Rwanda, les différences et les inégalités sociales sont pour une grande part liées aux différences de race, en ce sens que les richesses d'une part et le pouvoir politique et même judiciaire d'autre part sont en réalité en proportion considérable entre les mains des gens d'une même race. Ceci sera le début d'une grande campagne de désinformation qui fut axée sur le développement des sensibilités ethniques et qui s'effectua par des équations politiques simples. Selon cette propagande, l'Oubouatier, contrat agricole, était un instrument de domination de l'oppresseur Tutsi sur la masse laborieuse Hutu. Ce contrat, pourtant aboli par le roi Mutala III en 1954, est utilisé en 1959 pour dresser les Hutus contre les Tutsis. Les chefs et les sous-chefs autochtones sont responsables de toutes les oppressions coloniales au cas où ces chefs n'étaient que des exécutants. Selon la même propagande, les Hutus et Twa ont été marginalisés par les Tutsis. On disait que les Tutsis aristocrates réclamaient l'indépendance nationale pour privilégier leurs privilèges féodaux après le départ de la Belgique qui, selon cette propagande, défend les intérêts des exploités Hutus. Ainsi, l'administration coloniale fit tout pour se débarrasser du roi et de tous les chefs qui le soutenaient. Le roi Mutara Rudahigwa s'apprêta alors pour un voyage à New York où il devait défendre devant l'ONU la thèse de l'indépendance du Rwanda.
Convoqué à Bujumbura, capitale du Rwanda-Urundi, il y mourut le 25 juillet 1959. Le colonel Guy Légiste, résident spécial du Rwanda dépêché de Stanleyville, expliqua la manière dont l'autorité coloniale belge conduisit le changement du régime politique au Rwanda dans son livre Mission au Rwanda, un Belge dans la bagarre au Tututsi, de l'édition Atier, Bruxelles, 1988. Biologiste dit qu'ils ont commencé par la suppression du conseil du pays et création d'un conseil spécial provisoire. 2. Installation des chefs et sous-chefs intérimaires exclusivement Hutus. 3. Appui inconditionnel du parti par mes Hutus. 4. Mise en partie d'un gouvernement provisoire composé de 50% Hutus et 50% des Belges. 5. Promulgation d'une autonomie interne à l'insu de la Commission de tutelle des Nations Unies. 6. Convocation et organisation du congrès de Gitarama qui finit en la suppression de la monarchie et l'instauration du régime républicain au Rwanda. 7. Promulgation d'une ordonnance mettant en place une république à régime parlementaire. 8. Création d'une armée composée exclusivement de Hutus. La prétendue révolution de 1959 sera lancée, appuyée et supervisée par les représentants de l'administration coloniale, comme le reconnaît le dernier gouverneur du Rwanda-Urundi, Jean-Paul Rawa. D'après lui, la nomination du colonel B.M. Guy Légiste comme résident spécial à la place du prud'homme résident en place avait pour objectif de pratiquer une grave opération chirurgicale qu'il fallait mener à bien en un temps court, avec sang-froid, fermeté et même insensibilité. Selon Roy, il fallait quelqu'un que ne pourrait embarrasser aucun souvenir ou réflexe personnel si d'aventure la manœuvre requérait impérieusement de porter la main sur un notable, sur la reine-mère ou sur le Mwami lui-même. L'entrée en fonction de Guy Légiste correspondant à la révolution de 1959. Au cours de cette période de révolution, plusieurs centaines de milliers de Tutsis seront sauvagement liquidés à coups de gourdins et de machettes. Leurs biens seront pillés et leurs maisons brûlées. Une partie des rescapés de ces massacres seront contraints à l'exil. Voici ce qui a été officiellement présenté comme révolution démocratique et populaire des masses Hutus contre les féodaux Tutsis. Ces explications, et même celles dont nous ne sommes pas capables de donner ici, faute de temps, amènent à l'affirmation de tous les points de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide dans son article 2. Une partie de la population rwandaise a été forcée à être ce qu'elle n'était pas, éduquée à la haine et utilisée par une autre population étrangère et plus puissante pour décimer et tuer une autre partie de la population contraire à être également ce qu'elle n'était pas parce que seulement elle réclamait le droit à l'indépendance. Car tout auparavant, les Batutsi étaient les Banyarwanda et les Bahutus étaient les Banyarwanda. En nominant au pouvoir une partie de la population qui leur devait tout, les Belges essayaient de garder le territoire rwandais comme base stratégique pour accéder au Congo belge qui luttait aussi pour son indépendance. Donc, un territoire perdu, un autre territoire récupéré. Voici ce que nous considérons comme le premier génocide d'une population. Voici le deuxième. Peut-être vous ignorez qu'avant que les Rwandais réfugiés à l'extérieur du pays ne prennent les armes en 1990, ils avaient tout fait pour pouvoir gagner leur territoire natal en paix. Des écrits, des supplications, des négociations, tout est documenté. Pour toute réponse, ils ont reçu la réponse suivante. Le Rwanda était petit pour accueillir toute sa population, a déclaré Feu président Habyarimana dans son discours du 26 juillet 1986. La même année, 60 000 réfugiés rwandais vivant en Ouganda ont été tués dans la région de Luero. Dans la région d'Ankore, ils ont été exterminés et leurs biens pillés. Ceci eut pour conséquence que, se voyant rejetés de tous les côtés, 37 d'entre eux se noyèrent dans la rivière d'Akagera et moururent. Ainsi, les fils du Rwanda prirent le chemin de la rébellion. L'attaque du Front patriotique rwandais en 1990 a provoqué une déstabilisation du pouvoir de Habyarimana et voici comment il a préparé
et conduit tout le processus menant au génocide contre les Tutsis de 1994. Lorsque je faisais la revue de la littérature sur le génocide des Tutsis de 1994, j'étais étonnée de remarquer que personne n'a mis en question le rôle de l'Afrique du Sud dans le génocide de 1994 contre les Tutsis. Et maintenant, nous avons la facture. Afrique du Sud, vous avez amené Israël devant la Cour pour le génocide et crimes contre l'humanité. Et ce que vous avez fait au Rwanda nous sert de point culminant pour prouver que le concept de double génocide ne pourra jamais être appliqué au Rwanda. Ce que vous avez fait en 1992 apporte toute clarité sur le génocide de 1994 contre les Tutsis et les représailles qui ont suivi. Maintenant, et si les rescapés du génocide de Tutsis 1994 faisaient appel aux membres de la Shoah pour vous amener devant la Cour pour implication et approvisionnement d'armes qui ont décimé les Tutsis, voici ce qui s'est passé. En date du 4 décembre 1991, le président Habyarimana invita un groupe des officiers pour déterminer et informer l'opinion publique de l'identité du vrai ennemi du Rwanda. Ce forum se mit d'accord sur la définition et l'identité du vrai ennemi du pays. Ce forum, dans un document publié le 22 septembre 1992, hiérarchisa les catégories d'ennemis nationaux en ces termes. L'ennemi principal est le Tutsi de l'intérieur et de l'extérieur extrémiste et nostalgique du pouvoir, qui n'a jamais reconnu et ne reconnaît pas encore les réalités de la révolution sociale de 1959. Quant à ses complices, ils se recruteraient dans les divers groupes sociaux, parmi lesquels figurent notamment les réfugiés, les Tutsis de l'intérieur, les Hutus mécontents du régime en place, les sans-emploi de l'intérieur et de l'extérieur du Rwanda, les étrangers mariés aux femmes Tutsis. Après cette définition, en septembre 1992, le colonel Sabimana, chef d'état-major des forces armées rwandaises, adressa une lettre à tous les camps militaires leur demandant de commencer à sensibiliser l'opinion publique que l'ennemi, c'est le Tutsi. Ceci fut appliqué à tous les échelons et l'armée se mit à former tous les civils Hutus. Ainsi, l'ordre lancé par le chef d'état-major fut suivi à la règle et plusieurs souches de la population commencèrent à être formées. Les membres du groupe qui secondaient Habyarimana dans ses attributions du chef d'État, connu sous le nom du Réseau Zéro, s'est opposé nettement au protocole de paix d'Arusha. Et les partis MRND-CDR organisèrent de toute urgence l'entraînement militaire des miliciens Interahamwe. Un groupe de leaders rwandais voulait l'aboutissement du processus de paix et notre groupe est composé du président Habyarimana et le Réseau Zéro s'était juré commettre l'apocalypse. C'est ce groupe qui s'est chargé de donner des entraînements militaires aux civils à partir du 20 août 1993 dans la forêt de Yishkwati. C'était le colonel Sendiyuva Anatole qui devait assurer l'exécution de ces entraînements en compagnie des dirigeants du camp Mukamira. Et voici les autres sites d'entraînement militaire des civils Hutus. À Bugesera, les entraînements étaient menés sous la supervision des réfugiés Hutus du Palpe Hutu. À Nyandungu, à Gabiro et dans la forêt de Nyungwe, les mêmes exercices se faisaient sous la direction des gardes présidentiels assistés par les dirigeants du MRND-CDR. Dans ce processus de préparation du génocide, il était prévu d'envoyer dans chaque commune du Rwanda 50 miliciens Interahamwe bien entraînés pour diriger la population. C'est ainsi que les armes qui faisaient objet d'entraînement étaient de provenance d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui était dans le temps placée sous le boycottage de commerce d'armes à feu, a vendu au Rwanda ses armes. Et entre 1992 et 1994, l'Afrique du Sud a continué à approvisionner le Rwanda en armes, alors que lui aussi était sous le boycottage en vue de promulguer les accords de paix qui se conduisaient à ce temps-là. En 1992, la commission chargée d'inspection de commerce et d'armes en Afrique du Sud mit à jour un écrit dans lequel figurait une facture de 5 931 $ américains payée par le Rwanda pour l'achat d'armes à tir. La facture fut envoyée au major Cyprien Kayumba du ministère de la Défense. Le Rwanda avait fait appel à l'organisation Nimrod d'Afrique du Sud
et comme agent de liaison un certain M. Conrad de Pretoria. Ces factures ont été rendues aux Nations Unies par le dirigeant de l'organisation World Campaign, Abdul Mint, qui demanda une enquête et les mesures d'arrêt pour cette transaction. Et maintenant, chère Union européenne, vous avez tout le processus de préparation du génocide en peu de mots, car beaucoup d'explications sont documentées. Quand le président Habyarimana échoua et signa les accords de paix d'Arusha contre le gré du groupe Réseau Zéro, contre le groupe Amasasu, des officiers du phare des forces armées rwandaises prit la décision de l'éliminer et de conduire le génocide des Tutsis en faisant de son assassinat la raison du déclenchement de l'apocalypse. La chute de l'avion présidentiel a été publiée pour la première fois par le journal Kangura de M. Nyeze Hassan avant qu'elle n'arrive. Voilà pourquoi, en volant pour son dernier voyage, le président Habyarimana en emportant avec lui son chef d'état-major, car il pensait là être capable d'arrêter un coup d'État. Chère Union européenne, avant d'entamer une discussion sur le concept du double génocide, je te communique ce témoignage d'un génocidaire dit repenti, afin que tu puisses te faire l'idée de ce qui nous arrivait entre avril et juin 1994. C'est le témoignage de M. Kaborame Île-Défense du district de Gatsibo qui déclare ceci. Avant que le génocide ne commençât, les autorités nous montrent que les Tutsis étaient des méchants, qu'ils nous avaient attaqués, qu'ils allaient nous exterminer, que nous devrions donc nous défendre en les tuant. Quand je vis que les autres Hutus étaient en train de tuer et piller les biens des Tutsis, je ne pus me contenir. Je m'engageai dans les massacres. J'ai participé dans les bandes des tueurs et des pillards. Nous avons commencé les massacres par les familles de Karangwa et de Karamuka. Nous étions environ 6 bandes de tueurs. Nous nous sommes ensuite dirigés vers les lieux qui rassemblaient beaucoup de Tutsis et nous en avons tué pas moins de 20 000. Les leaders des partis MRND et MDR ainsi que les responsables des secteurs de cellules étaient avec nous et coordonnaient les activités de massacre. Nous arrivâmes chez la famille de Karumugabo, nous le tuâmes ainsi que sa femme et ses 2 enfants. Nous avons enseveli des gens que nous avions découpés à la machette, dont certaines encore vivantes dans des fosses communes. Le soir, nous échangions sur les techniques que nous avions utilisées pendant la journée et sur celles que nous allions utiliser le lendemain. En bref, nous avons tué sans entrave les Tutsis n'importe où nous les avons trouvés, sur les collines, dans les églises ou dans leurs maisons. De mon propre côté, j'ai tué avec la machette et le gourdin Michel Murwanashyaka, fils de Sebikana, une femme nommée Caroline et ses 2 enfants, Madarobi et ses 3 enfants, Mushingo Etienne, sa femme et leur fille, une femme nommée Wayezu et ses 2 enfants, etc. Des femmes, des filles furent violées avant d'être tuées, ou des lances et des troncs d'arbres furent enfoncés dans leur sexe afin qu'elles furent violées et tuées. Nous avons tué avec méditation. Nous avions la conscience. Nous espérions avoir un pays exempt de Tutsis. Nous pensions que le Rwanda serait un paradis si jamais il était débarrassé des Tutsis. On nous disait que les Tutsis avaient persécuté et méprisé les Hutus dans le passé. On nous disait que par chance, les Hutus s'étaient débarrassés des Tutsis en 1959. On nous disait que les Tutsis voulaient rétablir la même domination et les mêmes persécutions que celles d'avant 1959. Nous nous sommes sentis dans la nécessité de les exterminer pour nous défendre. Nous enviions également leurs biens. Nous voulions les posséder après avoir tué les propriétaires. Il n'y a pas de Hutus qui n'ont pas participé dans le génocide, excepté les malades et les infirmes. Et la conscience humaine a fait disparu. Tous les Hutus étaient acharnés à tuer. L'envie des avantages économiques a également joué en faveur des massacres. Il n'y a pas de Hutus qui n'ont pas participé dans le génocide, excepté les malades et les infirmes. La conscience humaine avait disparu. Je reviens sur cette déclaration de ce génocidaire dit repenti chez l'Union européenne afin de te prouver que le génocide des Tutsis était un crime de masse. Pendant le génocide de 1994, le sang coulait d'un côté, mais c'était la fête pour ceux qui n'étaient pas visés. Ils profitaient des biens qu'ils n'avaient pas travaillé pour, et le seul travail qui existait
c'était tuer. Même les religieux qui se reposaient le sabbat allaient tuer et se reposer et revenaient au travail après le sabbat. Au coucher du soleil, le samedi, ils retournaient tuer ceux qui étaient appelés travail. Ceux qui disent avoir caché les Tutsis ne pouvaient pas cacher les Tutsis du même quartier qu'eux. Sinon, quelle force aurait-il pour aller en l'encontre des forces armées qui demandaient à ce que tous les Hutus participent? Même ceux qui parvenaient à cacher les Tutsis des contrées lointaines devaient aller sur les barrières et participer dans les tueries des gens du même quartier qu'eux. Les seuls Hutus qui n'ont pas tué se sont réfugiés avec les Tutsis et ont subi le même sort qu'eux. Et ainsi, chère Union européenne, j'ai vu certaines personnes qui se sont réfugiées dans vos pays réclamer droit aux commémorations des crimes commis contre les Hutus. Mais quoi est-ce qu'ils veulent commémorer? Les violations commises? Les tueries et les massacres? Les pillages? Qui va commémorer et quoi commémorer? Deuxièmement, après tout ce que nous avons vu et témoignons, lorsque le Front patriotique rwandais entra dans le pays, il ne se trouva pas devant les civils ni les innocents. Il se trouvait devant les groupes de civils armés et traînés militairement. L'équation difficile fit que ceux-ci avaient été traînés à tuer les Tutsis non armés et sans défense. Et devant les Tutsis armés capables de se défendre, ils ont fui. Ils ont fui vers le Zaïre, actuel Congo, avec toutes les armes du pays. Seulement, ils amenaient en otage les femmes et petits-enfants. Là, ils devaient renouveler leurs entraînements et revenir s'attaquer maintenant aux Tutsis armés. Si le FPR les a suivis, c'était des civils armés et non des civils. Voilà pourquoi ce qui s'est passé au Zaïre ne peut pas être qualifié de génocide contre les Hutus, mais des représailles entre deux groupes armés. Et considéra que les réfugiés qui se groupaient dans l'armée patriotique rwandaise avaient quitté 30 ans avant leur pays en sang et revenaient trouvant le même groupe en train de tuer encore, ceci pourra être qualifié de légitime défense. 30 ans avant, ils tuaient. 30 ans après, ils sont trouvés encore en train de tuer. Ceci alors peut être qualifié de légitime défense. Dans cette lutte, l'un ou l'autre groupe devait gagner. Après ceci, même les civils Hutus qui étaient dans le pays, ceux qui ne se sont pas réfugiés avec les Tutsis, cachaient leurs armes quelque part. C'étaient des civils armés qui avaient été traînés à tuer et qui avaient participé dans les assassinats nombreux. Dans cette lutte, l'un ou l'autre groupe devait gagner. Après ceci, nous confirmons que du Rwanda, il n'y a eu qu'un seul génocide. D'autres crimes doivent être considérés comme des crimes et non pas le génocide, car d'après ce que nous savons, il n'y a pas eu de liste des noms élaborés par l'armée patriotique rwandaise, comme cela a été fait pour les Tutsis du Rwanda, pour mettre en exécution une élimination systématique des Tutsis. Maintenant, un mot aux Hutus rwandais qui ont commis les crimes contre leurs frères et continuent à vouloir prouver leur innocence devant les hommes. Cela ne sert à rien de prouver votre innocence devant les êtres humains. Dieu connaît vos cœurs. Nous aussi, bien que étant rescapés victimes du génocide de 1994, nous avons dû commettre nos vies à son Fils Jésus-Christ, le seul capable d'expier nos péchés. Repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, permettez-moi de vous faire part de ce qui va vous arriver après cette vie, cette courte vie, où il n'y aura ni Hutu ni Tutsi, ni blanc ni noir. Ceci est l'illustration de cette vie donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'aumône. 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 Comment oses-tu me toucher? Tu veux que je sois aussi sale que toi? Je ne devrais même pas te permettre de mendier à ma porte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je me demandais si je pourrais avoir un peu des miettes qui tombent de ta table. Des miettes qui tombent de ma table. Mais alors, que mangeront les chiens? Mes affaires m'attendent. Brûlez-moi ça, c'est infecté. Bonne et joyeuse et brillante vie.
Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Oh. 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 Dieu, aide-moi. Pourquoi? 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 Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Ah! Aidez-moi! L'aumône. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah. Bienvenue au paradis. Paradis. Oui, Lazare. Paradis! Nous avons préparé un banquet en ton honneur. Oui, oui, viens. Père Abraham! Père Abraham! Aie pitié de moi! Je t'ai vu avec Lazare! Envoie-le-moi! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue! Car je souffre cruellement dans ces flammes!
Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Pour qu'ils les avertissent et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. 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 Maintenant, nous pouvons diviser ses biens. Nous serons tous riches. C'est ce qu'il aurait voulu. Où crois-tu qu'il soit maintenant? Il était riche dans cette vie. Je suis sûr qu'il l'est aussi dans l'autre. À bon entendeur, salut, à la prochaine.